Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la vérification de la maçonnerie selon l'analyse aux éléments finis dans RFM6 présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, j'animerai le webinaire. Je serai accompagné de Monsieur Assia qui pourra répondre à toutes vos questions pendant le webinaire. Bonjour Milan, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Tout au long de ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via euh, l'encart pour les questions, comme ça je pourrai y répondre. Et à la fin, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Sans plus tarder, nous allons démarrer ce webinaire. Milan, tu as la main, tu peux continuer. Très bien. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le panneau de contrôle avec la flèche orange qui s'affiche et poser les questions dans l'encadré. Au contenu de ce webinaire, une modélisation sur une structure en maçonnerie. On verra deux points essentiels pendant la formation avec deux détails de structure sur cette maçonnerie et enfin l'évaluation des résultats et la documentation. On va pouvoir passer directement sur le logiciel. Vous avez donc RFM qui est ouvert. On va commencer la modélisation à partir d'un fichier DXF. On va donc dans le menu fichier cliquer sur importer et DXF. Je peux sélectionner ici mon fichier qui se trouve sur mon bureau. L'ouverture se fait, une boîte de dialogue va s'ouvrir pour me demander quelques paramètres à ajuster pour l'import du DXF, notamment au niveau de la direction de l'axe Z. Généralement, dans les autres logiciels de dessin, vous avez les axes Z vers le haut. Ici, nous, le modèle, on voit qu'on a l'axe Z vers le bas. On va donc demander de miroiter l'importation du DXF à partir de Z. On a également la main pour définir les unités de longueur à partir du modèle. Moi, je connais l'unité utilisée dans mon modèle DXF qui est en mètres, mais sinon, vous pouvez laisser en automatique par défaut. On peut cliquer sur OK, valider, et vous avez l'import des lignes de structure qui sont dans le logiciel RFM6. On va donc définir les propriétés du modèle ainsi que les propriétés des matériaux. Donc pour le modèle, on peut ici aller dans les données de base, vérifier le type de modèle 3D, etc. Mais on va surtout aller ici dans l'onglet module, activer la vérification de la maçonnerie. OK, on valide et une fois qu'on a activer ce module, on va avoir accès aux propriétés non linéaires des matériaux de type maçonnerie. On a par défaut des éléments qui correspondent aux éléments de nos derniers modèles. On peut effacer les objets de base en faisant un clic droit ici dans l'arborescence et cliquer sur supprimer tous les objets de base non assignés. En cliquant là-dessus, les lignes restent, mais tous les matériaux et les sections sont supprimés. Je peux recliquer une deuxième fois pour supprimer également les matériaux. On peut maintenant définir les matériaux, toujours à partir de ce navigateur. Je fais un clic droit sur matériaux et je clique sur nouveau matériau. On a ici la possibilité de définir le type de matériau en maçonnerie et ensuite le modèle de matériau en orthotrope, maçonnerie. De cette manière, on aura un comportement différent dans les directions X et Y des surfaces en maçonnerie. On peut également cliquer sur le petit bouton de la bibliothèque pour importer des propriétés déjà définies de la maçonnerie. Donc, je peux sélectionner ici dans les filtres le type de matériau maçonnerie et je peux filtrer ici. Pour l'instant, on a des matériaux de normes autrichiennes, mais d'autres matériaux de d'autres normes d'autres pays vont être bientôt implémentés. On peut sélectionner la barre de recherche en dessous pour taper le matériau qu'on le recherche, ici pour le terme 38 de type joint mince. Et comme cela, ça filtre beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à sélectionner un matériau parmi la liste restante. Je clique sur OK. J'ai bien les propriétés qui sont ici. J'ai d'autres onglets, notamment l'onglet classification normalisée qui permet d'avoir accès aux paramètres de la maçonnerie. Je peux définir l'élément de maçonnerie en terre cuite, en pierre, etc. La configuration, si on est sur un bloc plein ou un bloc creux.
le groupe également, et ça peut avoir donc également le mortier aussi qu'on peut définir, et ça peut avoir un impact sur les longueurs par défaut, les résistances moyennes notamment, qui sont définies ici. Au niveau de la résistance moyenne qui sont notées, on a deux valeurs, FB et FBH. On aura donc une valeur de résistance moyenne normalisée en compression et l'autre en compression horizontale. Donc en général, en compression horizontale, on a 10% de la valeur de la compression moyenne. Ok, on va pouvoir créer d'autres matériaux. On aura 3 matériaux maçonnerie. On peut donc copier les matériaux sélectionnés. On retourne dans la bibliothèque pour sélectionner un autre matériau. Je vais sélectionner ici toujours Porotherm et cette fois-ci 1750 en joint mince. Et je peux sélectionner le premier. Ok, je peux recopier à nouveau et le dernier matériau maçonnerie. Là, je vais taper dans la barre de recherche Mo 10 et j'ai un mortier d'usage courant M10. Ok. Et enfin, on va pouvoir créer un matériau béton. Je peux cliquer ici sur le bouton créer un nouveau matériau et dans la bibliothèque, je vais sélectionner cette fois-ci le type de matériau béton de type C2530. Ok. Une fois que c'est validé, on va pouvoir définir les différentes épaisseurs pour pouvoir ensuite créer les surfaces. Donc je peux faire un clic droit dans le navigateur sur épaisseur et nouvelle épaisseur. On va sélectionner le premier matériau Porotherm 38 pour définir une épaisseur de 380 mm. OK. On peut créer le deuxième. On sélectionne le deuxième matériau, cette fois-ci Porotherm 1750, donc une épaisseur de 170 mm. On clique en bas à gauche sur créer une nouvelle épaisseur avec le troisième matériau, cette fois-ci qui aura une épaisseur de 250 mm. Et enfin, pour les surfaces en béton, on a le matériau 4 et on va laisser l'épaisseur par défaut de 200 mm. OK. Comme les lignes de contour sont déjà tracées pour nos murs et nos planchers, on va pouvoir utiliser l'option de création de surface à partir des lignes de contour. L'épaisseur 1 est sélectionnée par défaut, OK, et on peut choisir sélectionner les lignes de contour de nos murs pour le rez-de-chaussée. Donc, une fois que toutes les lignes de contour forment un contour fermé, la surface est créée automatiquement. Je peux créer, pareil, le grand voile de l'autre côté. OK. Un voile de ce côté et également de ce côté. Jusqu'ici. Voilà. On va également créer 2 voiles à l'intérieur. OK. Et le dernier ici. OK. On va sélectionner maintenant les voiles du R+1. Donc, il y en aura 4. On n'oublie pas la petite ligne ici. Et on peut créer le deuxième. OK. Le troisième de ce côté. Donc les lignes sont bien mises en surbrillance quand on passe dessus et en jaune une fois qu'elles ont été sélectionnées. Et enfin, la dernière surface, très bien. On peut faire un clic droit pour quitter et on peut appuyer sur la touche Entrée pour faire appel à la dernière fonction utilisée, donc créer une nouvelle surface à partir des lignes de contour. On sélectionne cette fois-ci l'épaisseur numéro 2. OK, donc de 17. Et là, on va créer le mur à l'intérieur. Donc avec le modèle transparent, je peux sélectionner à travers les surfaces les lignes de contour ici et c'est bon. On peut recliquer également ici pour redemander le troisième type d'épaisseur pour les surfaces cette fois-ci et on va créer les surfaces extérieures ici qui vont avoir des ouvertures voûtées. OK, et la deuxième ici. Ok, il va nous rester que les planchers et les acrotères en béton. On va donc
réappuyer sur la touche Entrée. On va sélectionner la 4e épaisseur de 20 cm. OK. Et on peut sélectionner les lignes de contour pour le radier. Donc, les lignes de contour apparaissent en jaune. OK. Et la dernière ligne, voilà, le radier apparaît en gris. On va faire la même chose pour le plancher, sauf que le plancher, on va le diviser en deux parties. On va faire une première partie à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va sélectionner les lignes de contour ici et la deuxième partie à l'extérieur. OK. Très bien. Et enfin, la toiture terrasse. OK. Il manque plus que les acrotères. Il nous reste donc 4 surfaces à créer avec les lignes de contour ici. Une deuxième derrière. La troisième de ce côté. Et enfin, la quatrième. OK. Notre modèle est terminé au niveau de notre structure principalement. On va apporter quelques modifications. Donc tout d'abord, je peux faire un clic droit sur n'importe quelle surface et afficher les systèmes d'axes locaux. On va voir que pour lire les résultats, il est préférable d'avoir les orientations des axes Z dans la même direction. On voit par exemple ici qu'on a une axe Z qui est vers l'extérieur, alors que pour toutes les autres surfaces, c'est vers l'intérieur. On va donc faire un clic droit dessus et cliquer sur inverser le système d'axes local. OK, on a bien les axes Z vers l'intérieur. On va pouvoir enregistrer le modèle et le mettre dans un répertoire sur notre ordinateur. OK, on peut l'appeler modèle structure et on valide. Si jamais on n'apporte aucune modification à notre modélisation, on a donc des liaisons toutes rigides, donc entre les planchers béton et les murs en maçonnerie notamment. Si on laisse ces liaisons de type rigide, il y aura un grand risque d'endommagement en tête de mur et dans les angles avec les moments que peuvent apporter la flexion dans les planchers. On va donc modifier ça. Par exemple, on va ajouter dans les angles des poteaux, donc on va sélectionner les deux lignes ici, on va double-cliquer dessus et on va activer l'option barre. Une fois l'option activée, on a une nouvelle boîte de dialogue pour créer une section de barre. On choisit l'onglet section et on clique sur créer une nouvelle section. On va choisir le type de section carré et dans l'onglet paramétrique, on peut définir la largeur de notre carré à 250 mm. On valide la section, on valide la barre et on peut valider la ligne avec les barres. OK, on voit bien les poteaux qui sont visibles. On va créer également des ouvertures. Donc, à côté des outils de création de surface, on peut créer des ouvertures graphiquement. On va sélectionner les lignes de contour qui sont déjà créées pour cette surface, par exemple. Également pour des ouvertures intérieures. OK. Pour les voûtes à ce niveau. OK. Les ouvertures sont créées automatiquement une fois que le contour est fermé. Là, j'ai sélectionné la mauvaise ligne. Je peux appuyer avec la touche majuscule pour la désélectionner et sélectionner la dernière ligne. On va également ajouter une ouverture dans le plancher intérieur pour avoir une liaison entre les niveaux. OK. Au niveau des ouvertures, il faut savoir que la maçonnerie n'a pas de résistance en traction, ou du moins une très faible résistance. Pour les éléments qui vont être sollicités en traction, donc au-dessus des maçonneries, on va ajouter des linteaux. Donc on peut sélectionner les lignes supérieures des ouvertures, double-cliquer dessus. On va activer l'option barre et dans la boîte de dialogue nouvelle barre, on va créer une nouvelle section. On va créer une section rectangulaire, donc par défaut c'est le type qui est sélectionné. On va juste modifier les proportions à 300 par 50. OK, on valide et on valide les lignes.
Et on a bien les linteaux qui sont créés au-dessus des ouvertures. On va faire la même chose à l'intérieur. À l'intérieur, on a des ouvertures un peu plus grandes. Donc, on va également appliquer le linteau en débord. Donc, pareil ici, je sélectionne toutes les lignes. Une fois qu'elles sont sélectionnées, je peux double-cliquer sur l'une d'elles, j'active l'option barre et automatiquement, la dernière section est attribuée. On peut cliquer sur OK. Voilà, on a bien les linteaux avec le débord qui a été créé. Si on se met en modèle solide, on a bien un visuel sur les ouvertures avec les voûtes et nos matériaux ici, l'ouverture également dans le plancher. Très bien. On va créer des voûtes. Donc, en effet, ici, on n'a pas créé de linteau pour les ouvertures avec les voûtes. On va automatiquement créer une voûte en maçonnerie, donc à l'aide d'une surface. On sélectionne donc ici surface avec des lignes de contour. On sélectionne l'épaisseur numéro 3. OK. Et on peut sélectionner les lignes de contour. OK. Donc là, ça a été créé. Et pareil ici. Très bien. On a deux nouvelles surfaces qui sont créées. Au niveau de l'orientation, celle-là, c'est vers l'extérieur. Donc, on va refaire un clic droit dessus, inverser le système d'axe local. Donc, comme ça, on a bien l'orientation dans la même direction. Et au niveau du chargement des voûtes, cette fois-ci, ça va être l'inverse que pour les murs. Les murs en maçonnerie sont principalement sollicités en Y, donc en compression. C'est le comportement orthotrope de la maçonnerie. Pour les voûtes, il va falloir que ce sens de compression soit dans la même direction que la ligne. Il faut donc que l'axe Y pour les deux surfaces voûtées soit dans la direction de la ligne de voûte. Pour cela, on va donc double-cliquer sur l'une des surfaces. On va afficher les axes spécifiques. Axe pour les entrées, on va choisir un axe parallèle aux lignes. Et on va donc sélectionner ici Y pour imposer la direction parallèle à une ligne. On sélectionne la ligne ici, la ligne du dessous, OK, et on peut valider. Voilà, on a bien la direction Y de notre surface dans le même sens que la voûte. On va faire la même chose pour cette surface. On double-clique dessus, axe pour les entrées, axe parallèle aux lignes, on choisit la direction Y, parallèle, on choisit la ligne 84 en dessous, OK, et on valide. Très bien, cette fois-ci on a juste l'axe X qui est dans la mauvaise direction, on peut juste tout simplement faire un clic droit sur la ligne de référence et inverser l'orientation de la ligne. Comme ça on a bien les deux surfaces qui ont la même orientation. OK, on va pouvoir désactiver l'axe local des surfaces et appliquer des articulations. Donc en effet, les articulations, ça va être utile pour les murs en maçonnerie qui sont construits après les poteaux en béton, par exemple, où on aura donc une connexion qui ne sera pas rigide, notamment dans l'axe du poteau. On va donc aller dans le navigateur ici, et notamment dans l'option type pour les lignes. On va faire un clic droit sur articulation linéique et cliquer sur nouvelle articulation linéique. On désactive phi de x, on active u de x et on clique ici sur assigner. On va sélectionner les surfaces à définir avec la ligne ici, 56. Pareil pour cette surface avec la ligne 56. Et on sélectionne les autres surfaces avec la ligne 54. Et pareil de l'autre côté, cette surface avec la ligne 54. OK, on a bien les références ici, on peut valider. Et si on se met en modèle transparent, on a bien un visuel sur les articulations linéiques. Pareil de ce côté. OK. On va faire la même chose avec le mur intérieur d'une autre façon. Je peux double-cliquer dessus, activer cette fois-ci les articulations à partir des options et dans l'onglet articulation, on peut sélectionner l'articulation numéro 1. On sélectionne la ligne, on va sélectionner la ligne avec la connexion avec l'autre mur en maçonnerie, OK,
et on peut valider. Même principe pour les planchers en béton. On va sélectionner par exemple la surface de toiture, activer les articulations et dans l'option articulation, on va sélectionner une nouvelle articulation linéique. En effet, pour les jonctions plancher-mur, on peut activer l'option ici pour une nouvelle articulation. Ça va dépendre de la géométrie et donc dans l'onglet jonction plancher-mur, on peut imposer un décalage ici de 100 mm qui correspond à la petite infographie ici. On va sélectionner les surfaces et les lignes auxquelles on veut attribuer. Donc, on aura la surface 17 avec les lignes de contour. OK. On aura la surface 15 avec les lignes de contour également. On va faire attention à ne pas attribuer les lignes de contour au droit de l'ouverture. Il va en manquer une ici. OK. Et la surface 16 ici avec des lignes de contour. OK. On valide. Et on peut cliquer ici sur le petit bouton « Régénérer les articulations linéiques pour les voiles attachées aux dalles ». OK. On a un petit message d'avertissement qui nous dit que le matériau n'est pas valide pour les surfaces 18 à 21. Donc c'est normal, c'est parce qu'on a sélectionné des lignes qui étaient en liaison avec les acrotères. On valide tout simplement, ça va être ignoré. Et on a 4 nouvelles articulations générées qui sont avec un diagramme. Pour comprendre ce qui se passe, on va ouvrir un autre modèle. OK, fenêtre, détail, jonction. Donc c'est un modèle où on va modéliser en fait le comportement précis des jonctions entre les planches et le mur. Donc voilà, ça a été modélisé en surfacique pour avoir un maillage élément fini précis et comprendre la transition des efforts. Donc on voit que les moments ne seront pas transférés indéfiniment, mais vont dépendre des efforts normaux et les efforts normaux qui se distribuent en partie basse ici et par rapport à la partie haute ici. On voit bien la diffusion qui se fait. Donc ça va se limiter aux paramètres géométriques et on le retrouve bien dans notre modèle avec les diagrammes qui définissent les articulations linéiques. Donc je peux double-cliquer sur l'un des diagrammes. On a bien les moments qui peuvent exister en fonction d'un effort normal. On voit également que si l'effort normal devient trop élevé en compression, le moment qui est possible diminue également, dans un sens comme dans l'autre. OK. Donc, au niveau de cette jonction plancher-mur, voilà, on l'a modélisé et on voit les efforts normaux qui s'appliquent en partie haute et en partie basse avec les voiles en maçonnerie par rapport à la dalle. OK. On va définir cette fois-ci les cas de charge. On va ici cliquer sur modifier le cas de charge actif. On a par défaut, lors de l'import d'un DXF, automatiquement un nouveau cas de charge. On va juste le renommer poids propre et on a bien le poids propre qui est activé. On va créer un nouveau cas de charge qu'on va appeler charge imposée. OK. En catégorie A, avec le poids propre qui est désactivé. On va modifier les paramètres pour l'analyse statique, qui par défaut sont en géométriquement linéaire. On va les mettre en grande déformation. Au niveau de la méthode itérative, on va laisser Newton-Raphson, qui est par défaut conseillé pour l'analyse des grandes déformations et qui permet une convergence rapide dans la plupart des cas. Au niveau des itérations, on peut passer à 1000 itérations avec 3 incréments de charge. Au niveau d'un incrément de charge, ça va permettre de plus facilement trouver un équilibre lors d'une analyse aux grandes déformations, puisque on va appliquer un tiers de la charge seulement lors de la première étape d'itération, donc ça permet d'éviter les instabilités. Une fois que l'équilibre est trouvé, on peut appliquer 2 tiers de la charge, ainsi de suite jusqu'à l'intégralité de la charge. Vous voyez que vous avez également la possibilité d'enregistrer les résultats pour tous les incréments de charge pour avoir une analyse précise du comportement de calcul, ce qui vous nécessitera un peu plus d'espace de stockage. OK, donc une fois que les paramètres sont validés,
On clique sur OK. On va activer ici l'assistant de combinaison. Oui. OK. Et dans les situations de projet, on a également l'assistant de combinaison qui est défini par défaut en second ordre. On va donc modifier l'assistant de combinaison pour attribuer le premier paramètre d'analyse statique qu'on vient de définir. OK. Et ainsi, lorsqu'on valide, les combinaisons de charges sont automatiquement générées au nombre de 8 ici. OK. On valide. On va définir maintenant les cas de charge. On va donc aller dans le cas de charge 1 et créer une charge surfacique. La charge va être de 2 kN par mètre carré. On va appliquer sur tous les planchers. Donc en bas, les deux planchers de niveau et la toiture. OK. On peut cliquer sur appliquer suivant. On passe au cas de charge 2. On reste sur 2 kN. On va appliquer seulement au plancher intérieur. OK. Appliquer suivant. Et on peut appliquer cette fois-ci 4 kN par mètre carré à la toiture terrasse ici. OK. On valide et on a bien toutes nos charges qui ont été définies. Au niveau des paramètres du maillage, on peut aller dans le menu calculer, paramètres de maillage, et on peut ici définir sur 200 mm le maillage. On peut cliquer sur OK et appliquer et on a le maillage qui est généré. On voit tout de suite si notre maillage est cohérent ou non. Si jamais on avait trop de triangles ou de formes de maillage incohérentes, on pourrait utiliser des raffinements de maillage. Il nous manque juste un appui avant de pouvoir lancer le calcul. On va donc double-cliquer sur la surface du bas, activer l'option appui et dans l'onglet appui, on peut créer un nouvel appui surfacique. OK, on est en kN par mètre cube. On va pouvoir définir les raideurs de ressort, donc à 20 000 en X et en Y et à 2 millions en Z. OK. On valide et on a les appuis qui sont bien modélisés en vert. On peut afficher la combinaison 2 et lancer le calcul. On est donc ici sur le premier incrément de charge à 1 sur 3 et une fois que la convergence est faite, on passe au deuxième. Donc là, on est déjà au deuxième incrément de charge. Une fois que la convergence sera trouvée après un certain nombre d'itérations, on passe au troisième et dernier incrément de charge. Là, on est à 67% et voilà, on passe sur notre facteur de charge à 100%. On voit ici le rappel de la méthode d'analyse selon les grandes déformations. Et vous avez également une indication sur le temps écoulé. OK. On va pouvoir regarder les résultats. On va désactiver les charges et le maillage dans la barre d'outils. On va pouvoir regarder les résultats par matériaux. On va aller dans le navigateur vue, cliquer sur surface, surface par matériaux et cocher le premier matériau. Très bien. On peut afficher les résultats de contraintes. Donc là, on est sur les déformations. On va afficher les contraintes de base en Y, donc le sens principal de résistance en compression de la maçonnerie. On voit ici une valeur max de 0,049 et une valeur min de 0,769. Si on va dans les propriétés du matériau, dans le navigateur, qu'on double-clique dessus, dans l'onglet orthotrope maçonnerie, on peut voir la résistance ultime en compression et en traction dans la direction X et Y. Donc nous là, on va regarder en Y. On a bien une valeur résistance de 0,05 en traction, donc qui n'a pas été dépassée ici, qui est 0,049 et qui va bien répartir le reste en compression et donc reprendre, avoir un comportement bien adapté pour la maçonnerie. Et donc là, on a bien une résistance qui n'est pas dépassée par rapport à la valeur max ici dans
la fenêtre de résultats. Ok, on va pouvoir créer une vue personnalisée ici qu'on peut nommer contrainte mur 38 cm. Ok. On peut regarder maintenant pour l'autre matériau, donc notamment le numéro 3. Ok, et pareil, on a un ratio max à 0,0999. Et si on regarde les propriétés de notre matériau, on est bien en traction à 0,1 maximum. Ok, et pareil, en Y, ça n'a pas été dépassé en compression. Très bien, on peut créer une nouvelle visibilité, contrainte mur 25 cm. Ok. On va regarder maintenant les arches. Donc, on a ici la surface 22 qu'on va sélectionner. On va cliquer sur visibilité par les objets sélectionnés. OK. Au niveau maintenant des résultats, donc en Y, on est bien, si on affiche les orientations du maillage pour les surfaces avec le système d'axes, voilà. On est bien sur un résultat donc dans le sens de la ligne de voûte pour les contraintes en Y, donc avec 0,032 ici. On va comparer avec un modèle équivalent, donc détail arche, où on a modélisé de la même façon notre arche avec un modèle surfacique et une poutre résultante en barre. Donc voilà, on a une application de la charge avec également des incréments de charge. L'effort normal à vérifier, donc dans la poutre, elle est donnée par cette formule H qui est égale à la valeur de charge multipliée par le porte-à-faux sur 8 fois la flèche. Donc la flèche qui est définie entre l'axe neutre et l'axe neutre ici de la voûte. On a bien 294 plus 125, donc les 294 par rapport à l'axe neutre ici, plus 125, la moitié de l'épaisseur de la poutre. On va retrouver une valeur d'à peu près 200 kN. Donc si on regarde ce que ça donne dans RFEM, on va masquer ici par exemple les éléments barres. On a bien des surfaces qui ont été modélisées comme dans notre modèle. On a bien les valeurs de 294 qui se réfèrent à l'axe ici de la poutre. OK. Et maintenant, j'affiche la barre. On a une barre de type résultante qui va récupérer tous les efforts internes de notre surface pour pouvoir afficher facilement l'effort normal. OK. On peut visualiser maintenant les résultats. Donc là, on est sur les déformations, mais si on affiche les efforts internes sur la barre, on a bien ici, on va afficher l'analyse de stabilité. On a bien 200 kN à peu près d'effort normal sur notre voûte. Ok. Et au niveau des déformations, on a bien une déformation attendue de la voûte. Et pareil sur un cas de charge un peu plus parlant, donc dissymétrique ici, qui nous montre bien le comportement de notre voûte. Ok. Donc le modèle de matériau avec l'orientation de notre axe Y est bien conforme pour ce type de structure. On va désactiver le maillage. OK. On va créer un nouveau rapport d'impression. On va aller dans le navigateur données. On va faire un clic droit tout en bas sur rapport d'impression, nouveau rapport d'impression. On va sélectionner directement les chapitres à afficher. Donc, on va décocher les lignes ici. On va décocher les types pour les nœuds, les types pour les lignes. Les cas de charge et combinaisons, on va désactiver les paramètres et l'assistant. Des objets repères et les listes de pièces, on peut désactiver. Et on peut cliquer sur enregistrer et afficher. On a le rapport d'impression qui s'ouvre avec un navigateur à gauche qui nous permet de se déplacer dans le rapport d'impression, d'accéder plus rapidement à un chapitre.
OK. On peut ajuster à la largeur. Vous avez une page de garde avec le modèle, le sommaire et ici des chapitres. Si jamais vous voulez supprimer des chapitres, vous pouvez faire un clic droit dessus, supprimer du rapport d'impression. Et vous avez les tableaux qui vous concernent. OK. Avec les résultats également. On va ajouter des images au rapport d'impression. Également, vous montrer la possibilité de créer des coupes de surface. On va donc aller dans le navigateur vue, réactiver les surfaces avec le matériau 1. OK. On va désactiver les objets associés pour afficher les coupes de résultats et on peut créer une nouvelle coupe de résultats depuis la barre d'outils ici. On va sélectionner deux coins d'extrémité, donc au niveau du milieu de notre toiture. OK. On va sélectionner les objets qu'on souhaite couper. Donc, on va désactiver tous les solides. Et on va activer les murs ici, latéraux. OK. On peut valider et on peut cliquer sur OK. On a une coupe qui apparaît. On voit sur le côté ici avec des résultats. Donc, dans le navigateur résultats, si on change les résultats affichés, par exemple les moments, on a bien les coupes qui se mettent à jour. Pareil, on peut avoir une même lecture de résultats assez rapidement avec des poutres résultants comme on a utilisé dans l'autre modèle. On va pour cela désactiver les surfaces et les coupes de résultats. On va prendre les lignes au milieu de ce mur. Donc, OK, on peut double-cliquer dessus et on va activer une barre. Dans les propriétés de la barre, on va sélectionner le type de barre poutre résultante et on va pouvoir sélectionner une dimension de 1 mètre pour prendre les résultats. Et dans les résultats à inclure, on va désactiver toutes les surfaces et on va sélectionner uniquement nos deux surfaces ici. OK. Au niveau de la section, on peut ajouter une section quelconque. Donc là, par exemple, je vais ajouter une section carrée avec une faible largeur. OK. 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 Voilà. On va afficher les poutres dans le navigateur vue pour qu'elles puissent être visibles dans les résultats. OK. On va désactiver. Là. Et on va également donc afficher les résultats. Donc pour les barres, c'est désactivé ici. Je peux activer par exemple MY. Et j'ai bien une lecture facile comme une coupe de résultats sur mes voiles. On va faire la même chose au niveau de notre jonction avec le plancher. Donc, je sélectionne la ligne de plancher 29. J'active l'option barre. On sélectionne, donc la sélection est déjà prédéfinie avec une dimension de 1 mètre. Je vais juste sélectionner la surface qu'on souhaite prendre en compte. Donc, la surface 15 de plancher et on peut valider. Et automatiquement, on a les résultats qui apparaissent pour notre jonction plancher-voile. OK. On va désactiver les surfaces béton dans le navigateur vue et on va pouvoir imprimer de cette façon. OK. On va ajouter un graphique dans le rapport d'impression. Donc, dans le menu fichier, imprimer les graphiques. Hop. On va juste ajouter les coupes de résultats qu'on vient de créer. OK. Fichier, imprimer les graphiques dans le rapport d'impression et on va avoir un visuel sur ce qu'on souhaite imprimer. OK, donc on peut ici définir remplissage de la fenêtre. Ça se met à jour et on a bien tous les graphiques qui vont s'afficher. On peut cliquer sur OK. On va se remettre dans l'autre vue. OK. Et on va cliquer sur fichier, imprimer les graphiques
dans le rapport d'impression. Et cette fois-ci, on va faire une impression multiple. Donc, je me remets sur une vue générale. Je vais désactiver la mise à jour ici. Je vais activer l'impression multiple et je peux sélectionner ce que je souhaite. Donc, je désactive le modèle et les charges. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats. J'active pour le cas de charge actuel, selon la vue actuelle, et je peux afficher d'autres résultats. Donc, par exemple, les contraintes de surface qu'on a regardées en Y. On peut désactiver les coupes de résultats et cliquer sur OK. Si on retourne sur le rapport d'impression, on a les images qui vont s'ajouter au rapport d'impression. Donc on a bien ici les coupes de résultats et les résultats des poutres résultantes qui s'affichent ici. Et sur notre structure ici, les contraintes en Y qu'on retrouve pour notre mur. OK. Donc voici pour ce webinaire sur la vérification de la maçonnerie où on a pu voir le comportement orthotrope de la maçonnerie et la définition très simple et très rapide avec les surfaces. On voit également la subtilité avec les voûtes où on doit modifier l'orientation de l'axe Y et également les jonctions plancher-mur qui sont définies par les articulations linéiques. Si vous avez besoin d'autres références sur la maçonnerie, vous pouvez utiliser nos services en ligne gratuits avec des FAQ et des articles techniques qui sont dédiés, également des modèles à télécharger qui peuvent vous inspirer. Vous avez des vidéos également, si ce n'est pas déjà fait, vous avez la version d'essai disponible à 90 jours auquel vous pouvez tester le module maçonnerie et également tous les autres modules. Comme vous a dit Monsieur Assia, si des questions n'ont pas pu être posées pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail ici en bas, info@global.fr ou directement par téléphone, on pourra vous répondre. J'espère que le webinaire vous a plu. Cosme, un dernier mot? Ok. C'est qu'il y a dû avoir des questions et que Monsieur Assia devait y répondre. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.